La semaine dernière, nous abordions le traitement de la dent permanente immature en présentant l'apexification et l'apexogénèse. Une alternative existe et tente à se développer. Il s'agit de la revitalisation, plus connue peut-être sous le nom de revascularisation. De quoi s'agit-il? Comment la mettre en œuvre? C'est le sujet que je vous propose d'aborder cette semaine pour la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Toutes les techniques d'obturation canalaire font appel à l'utilisation de matériaux non biologiques, non résorbables. Qu'il s'agisse de la gutta-perca et maintenant de matériaux de la famille des biocéramiques, leur unique destinée est d'assurer une étanchéité canalaire pour éviter le passage des bactéries de la cavité buccale vers l'os sous-jacent. Malgré toutes leurs propriétés, ces matériaux demeurent une obturation artificielle. L'explosion récente des techniques d'ingénierie tissulaire permettent dorénavant d'imaginer des techniques opératoires dont l'objectif est d'obturer les canaux non plus avec des matériaux non résorbables, mais avec un tissu biologique régénéré. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Regenerative Endodontics, d'endodontie régénératrice. Ces mots résonnent bien dans l'air du temps, celui de la régénération médicale. Si sur le plan de la sémantique, il s'agit bien de régénération tissulaire, le terme d'endodontie régénératrice est un peu exagéré. Régénération sous-entendrait régénération de pulpe au sein du canal. Si les objectifs initiaux visaient effectivement à régénérer de la pulpe dentaire, la réalité semble finalement tout autre. La procédure connue sous le nom de revascularisation permet bien la restauration d'un tissu au sein du canal, mais celui-ci est beaucoup plus proche d'un tissu parodontal que d'un tissu pulpaire. La raison pour laquelle l'idéal aurait été de régénérer de la pulpe était de restaurer le processus de dentinogénèse afin d'épaissir les parois radiculaires et de permettre l'élongation de la racine jusqu'à l'apexogénèse. Et ceci toujours dans le but de renforcer la dent qui, en restant à un état d'immaturité, reste plus fragile. Si l'on sait aujourd'hui que ce n'est pas de la pulpe au sein du canal traité, mais un tissu parodontal, comment se fait-il que ces parois s'épaississent? L'analyse histologique de quelques dents traitées avec cette procédure et qui ont dû être extraites pour des raisons diverses montre très bien la présence d'os ou de tissu ostéoïde au sein de la lumière du canal et d'une couche de néocément déposée au contact direct des parois du même canal. Même si cette épaisseur reste faible, elle est suffisante pour donner l'impression à la radiographie que les parois radiculaires s'épaississent. La présence de ce sément a un intérêt majeur, celui de protéger la dentine radiculaire de tout risque de résorption. La présence d'os au sein de la lumière canalaire s'accompagne de présence d'ostéoclastes, inévitablement, et il est avéré que les ostéoclastes ne font pas la différence entre l'os et la dentine, et qu'en l'absence de sément, les résorptions seraient inévitables. Alors maintenant que nous connaissons les résultats, voyons comment procéder pour réaliser un traitement de revitalisation. Au cours des 10 dernières années, de nombreuses publications ont proposé des protocoles qui étaient à la fois très proches mais également très divergents. Et pour faire le point, les deux sociétés scientifiques d'endodontie, américaines et européennes, ont publié leurs recommandations avec des protocoles validés par un comité d'experts. En résumé, il y a deux étapes pour le protocole de revitalisation. Une première étape dite de désinfection et une seconde étape dite de régénération ou de revascularisation. Pour la désinfection, il n'est plus conseillé aujourd'hui d'utiliser un mélange d'antibiotiques comme initialement préconisé, ciprofloxacine, métronidazole et monocycline. Ce mélange a un effet bactéricide incontestable, mais les effets secondaires, développement de résistance, coloration, etc., sont tels que le rapport bénéfice-sécurité est défavorable à leur utilisation. La désinfection est dorénavant obtenue à la fois avec une irrigation abondante en hypochlorite de sodium mais à faible concentration, 1,5%, et une médication intracanalaire à l'hydroxyde de calcium laissée en place pendant 15 jours. L'étape de régénération est effectuée 2 à 3 semaines plus tard. Et après élimination de la médication, le canal est à nouveau rincé avec une solution d'hypochlorite de sodium à 1,5%. Puis avec une solution de DTA à 17% laissée en place pendant 2 minutes.
Ce dernier rinçage à l'EDTA a deux objectifs. D'une part, il va permettre d'éliminer la première couche de dentine, celle qui était au contact direct avec l'hypochlorite de sodium et qui est dorénavant contaminée par le chlore résiduel, chlore qui est toxique pour les cellules à venir. Et d'autre part, il va libérer des facteurs de croissance intrinsèques de la dentine qui participeront à la procédure et au processus de régénération. Le canal désinfecté, la revascularisation est effectuée avec une lime de 25 ou 30 centièmes fortement précourbée et qui est placée au-delà du foramen de la dent. Et l'instrument est ensuite animé d'un mouvement de rotation continue. Et la partie de l'instrument qui est au-delà de l'apex va venir déchirer une papille apicale et provoquer un saignement que l'on laisse remonter au sein du canal jusqu'à la jonction amélo-sémentaire. Après quelques minutes, un caillot va se former. Caillot qui va être recouvert avec une éponge de collagène avant que l'on puisse combler la cavité d'accès avec de la biodentine ou du MTA. Cette procédure est techniquement simple et non invasive, et c'est justement parce qu'elle est non invasive qu'elle tente à être dorénavant proposée en première intention pour le traitement des dents immatures. Et si le traitement se solde par un échec, eh bien il n'empêche pas de réaliser un traitement d'apexification en seconde intention. Et tout cela s'intègre parfaitement dans ce que l'on appelle le gradient thérapeutique. Alors, que se passe-t-il sur le plan biologique ? Sur la dent immature se trouve ce que l'on appelle la papille apicale. Cette papille, qui contient des cellules souches, les scapes, résiste et survit malgré la nécrose pulpaire. Et en réalisant la manœuvre de revitalisation, l'instrument vient déchirer cette papille et libérer les cellules souches qui, entraînées par le flux sanguin, vont venir coloniser le caillot. On se retrouve ainsi avec une obturation biologique qui contient des cellules souches, les scapes, un scapholde, le caillot, et des facteurs de croissance qui ont été libérés, souvenez-vous, de la dentine par le rinçage à l'EDTA. Sur le plan clinique, toutes les conditions sont réunies pour que la lésion apicale guérisse. Et par expérience, c'est ce que l'on observe, une guérison de quasiment toutes les lésions, malgré le non-remplissage du canal avec un matériau étanche. Mais rappelons-nous que le tissu régénéré n'est pas un tissu pulpaire. Cela a-t-il vraiment une importance ? Quel est le devenir à long terme de ces dents ? Peut-on réaliser des traitements d'orthodontie en s'appuyant sur des dents ainsi traitées ? Ce sujet est très intéressant car il a donné vraiment une nouvelle ouverture, une nouvelle ère à l'endodontie depuis quelques années. Et il n'est pas possible de faire le tour de la question en 5 minutes, et ce n'est pas le but d'ailleurs de ces réponses d'experts. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous former sur le sujet. De très nombreuses conférences et congrès sont dédiés à ce sujet. Très prochainement d'ailleurs, Endo Academy vous proposera une formation en ligne entièrement dédiée à ce sujet. Alors, revitalisation, apexification, à vous de choisir. Voilà, l'essentiel est en partie là et je vous invite vraiment à approfondir la question avec toutes les formations. À très bientôt.